Ici Satou. On dit que la nécessité est mère de l'invention, mais il faut quand même comprendre les bases de ce que l'on essaie de faire pour concrétiser une idée. Je pense que le père de l'invention est l'effort constant au quotidien. Après la débâcle de la potion avec la sorcière de la forêt des illusions et l'aide de camp du vice-roi, nos nouvelles amies nous ont salués au départ de Sedom City. Les 4 plus jeunes filles étaient assises à l'arrière de la calèche, saluant d'un geste ému les passants qui rapetissaient au loin. J'ai laissé les plus jeunes vaquer à leurs occupations et pris des nouvelles de Lulu, notre cocher, à la station de cocher. Comme Lisa et Nana étaient à cheval, je ne pouvais pas les voir de l'intérieur de la calèche. Maître, il y aura beaucoup de piétons qui entreront et sortiront de la porte pendant un moment, alors je pense qu'il vaut mieux y aller doucement. Bien sûr, conduisez prudemment. Lulu parlait d'une voix douce depuis l'avant du carrosse, ses cheveux noirs et brillants, sa robe bleu clair et son châle blanc chaud ondulant au vent. Elle était considérée comme laide selon les canons esthétiques de ce monde, mais de mon point de vue, elle était plus belle que n'importe quelle célébrité. Maître, Nana et moi vous ouvrons la voie. Je me tournai vers la voie et croisai le regard digne de Lisa. Assurez-vous de laisser la priorité aux piétons. Compris. La nouvelle armure de cuir que je lui avais confectionnée à Sedom City et son par-dessus de voyageur masquaient la plupart des écailles oranges de Lisa, caractéristiques de sa tribu des écailles. Tout au plus pouvais-je apercevoir sa queue. Sa lance noire, si caractéristique, avait une allure suffisamment maléfique pour attirer l'attention, alors elle la gardait généralement enveloppée dans du tissu. J'avais improvisé cette arme avec des morceaux de monstres dans le labyrinthe sous Serious City, lorsque je l'avais sauvée. Elle n'était pas plus solide qu'une simple lance en acier, mais comme Lisa semblait y tenir, je n'ai pas essayé de l'en empêcher. Un peu derrière Lisa se trouvait Nana, un homoncule à la longue queue de cheval blonde. Elle portait la même armure de cuir que Lisa, mais sa poitrine généreuse la serrait. Contrairement à Lisa, elle ne portait pas de casque, ce qui exposait ses beaux traits, pourtant inexpressifs, au soleil. Nana, n'essaie pas de laisser le cheval faire le travail. Ne le force pas. Maître, vos instructions ont été enregistrées, je vous le signale. J'ai donné quelques instructions à Nana, qui n'était pas encore experte en équitation, et elle a répondu avec son air robotique habituel. Sans aucune instruction de Nana, le cheval s'est déplacé pour suivre Lisa devant nous. Satou, Miel elfe est sorti de l'arrière de la calèche en me faisant un signe de la main. Ses cheveux bleu-vert pâle étaient attachés en 2 longues couettes, et ses oreilles pointues pointaient derrière. Comme les humains ne se montraient pas souvent, elle cachait généralement ses cheveux et ses oreilles sous une capuche pour éviter tout ennui. Sa courte robe vert citron convenait parfaitement à son apparence enfantine, et comme il faisait froid, elle portait des collants et un cardigan assorti à ceux d'Arisa. Réglisse. Comme d'habitude, la réticente Mia me parla d'un seul mot. Elle voulait probablement dire qu'elle voulait de la réglisse épineuse en guise de collation. J'ai sorti un bocal du sac de garage, un outil magique qui pouvait contenir bien plus qu'il n'y paraissait. Lorsque j'ai ouvert le couvercle, un parfum subtil et sucré s'en est échappé. J'ai planté un cure-dent dans un morceau de cette substance vert émeraude semblable à de l'aloès et je le lui ai tendu. Ah, Mia a ouvert sa petite bouche avec insistance, alors je lui ai donné la réglisse épineuse. Miam, Mia a souri joyeusement et a porté la main à sa joue. Vu son apparence, j'avais du mal à croire qu'elle était bien plus âgée que moi. Ça sent trop bon, comme de la réglisse, monsieur. Reniflant l'arôme sucré, Tama et Pochi sautèrent du fond du chariot. Tama, avec ses oreilles pointues et poilues et ses courts cheveux blancs, frotta sa tête contre ma main comme une vraie chatte. Elle appartenait à une race rare de chats à oreilles. Pochi s'assit avec impatience, me lançant des yeux de chiot assortis à ses oreilles de chien et à sa coupe au carré brune. Sa queue reflétait son excitation en remuant de gauche à droite. Elle appartenait à une race appelée les chats à oreilles de chien, une présence rare dans le royaume de Shiga, comme les chats à oreilles de chat. Toutes deux portaient leurs chemises blanches habituelles et leurs shorts bouffants. Leur tenue était assortie, sauf que le short de Pochi était jaune, tandis que celui de Tama était rose. Leur manteau était de la même couleur que leurs pantalons. Attends une minute, d'accord? Je t'en donne aussi. D'accord. Oui, monsieur. Tama s'assit à côté de Pochi, et elles attendirent patiemment ensemble. Pour des filles d'âge primaire, elles ont un excellent jugement et de bonnes manières. J'ai piqué d'autres cure-dents dans la réglisse et leur ai tendu le pot. Ah, monsieur. Ils ont tous les deux ouvert la bouche comme des oisillons, imitant le comportement de Mia, alors j'ai glissé un morceau de réglisse dans chacune d'elles. Délicieux, c'est tellement mignon, monsieur. Pochi est content, monsieur. Tama a serré la réglisse entre ses dents et l'a étirée, tandis que Pochi exprimait sa joie en agitant les mains et la queue. Tu en veux aussi, Lulu? Oui, s'il vous plaît. Comme Lulu entendait les filles roucouler joyeusement, je lui en ai offert un morceau. Lulu a timidement mis la réglisse dans sa bouche, puis a souri gracieusement. Excusez-moi, vous n'oubliez personne? Arisa est arrivée un peu en retard à la fête,
alors je lui ai aussi donné des bonbons. Elle cachait ses cheveux violets malchanceux sous une perruque dorée, et elle était habillée comme une princesse avec son cardigan rouge foncé et son haut et son pantalon rose et moelleux. C'est un peu triste de quitter Sedum City, non? Arisa mâchait sa réglisse en parlant. C'est peut-être parce qu'on est parti après le festival? Le festival avait célébré le retour triomphal des troupes après avoir repoussé les kobolds des mines d'argent. On voulait voir ça, alors on est resté environ 5 jours de plus que prévu. Les festivals, c'est génial. C'était sympa de voir tout le monde sourire, monsieur. Entre le défilé de chars et de sanctuaires portatifs, et la dégustation de plats exclusifs au festival, ces 2 jours avaient été très agréables. Cet événement s'était terminé la veille, et nous reprenions enfin notre route pour ramener Mia dans sa ville natale. Il y a beaucoup de soldats, n'est-ce pas? Lulu avait raison. Il y avait bien une dizaine de soldats marchands en formation sur la route principale. Cela m'a semblé un peu étrange, alors j'ai ouvert la carte pour enquêter. D'après elle, ces hommes étaient des conscrits des villages du comté de Kuanu. Blessés, ils doivent revenir des mines d'argent. Le seul mot de Mia faisait référence au fait que la plupart des membres du groupe portaient des bandages ou des cannes. Les soldats blessés devaient probablement attendre de pouvoir repartir avant de pouvoir se déplacer. Dis donc, ma chérie, tu veux épouser mon fils? Tu as de belles hanches. Tu aimerais passer la nuit avec moi? Idiot, si tu veux me complimenter, commence par tes seins. Les hommes étaient encore en vie malgré leurs blessures, certains d'entre eux lançant des commentaires vulgaires sur Nana alors qu'elle passait à cheval. Nana se contenta de pencher la tête, ce qui lui donna au moins l'air de ne pas être inquiète ni mal à l'aise. Burke, ces bouffons sont exaspérants. Vulgaires. Bien que Nana fût la cible du harcèlement sexuel, Arisa et Mia étaient encore plus furieuses de l'entendre depuis l'intérieur de notre véhicule. Je vais peut-être leur faire regretter avec un avant-goût de mon sort de prison impossible. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nana, on échange nos places. Arisa retroussa ses manches et fit mine de se lever, mais je la fis se rasseoir et j'appelai Nana. J'échangeais les rôles et montais mon cheval côte à côte avec celui de Lisa. Être assis dans une calèche est certes plus facile, mais monter à cheval de temps en temps est aussi agréable. J'entendis Arisa crier quelque chose comme « mort aux prédateurs sexuels ». À l'arrière, mais Lulu semblait la maîtriser, alors je me suis dit que je pouvais la laisser tranquille. Une fois passé l'intersection de la route principale et d'un chemin menant aux mines d'argent, il y avait beaucoup moins de piétons. J'ai donc rendu le cheval à Nana et je suis retournée à la calèche. Mia supportait mal le manque total d'habileté de Nana avec les chevaux, alors je les ai fait monter ensemble pendant que l'elfe la guidait brusquement. Fais attention à la route. Mia, il y avait un écureuil dans cet arbre, je vous le signale. Route, compris, je vous le signale à contre-cœur. Nana semblait démoralisée par les réprimandes de Mia, bien que son visage soit toujours aussi impassible. J'ai entendu un léger « Atchoum » de Lulu dans la station de cocher. Tu devrais porter ça pour te protéger du vent. Merci. J'ai sorti un manteau de fourrure du stockage et l'ai tendu à Lulu, puis j'ai pris les rênes pour qu'elle puisse l'enfiler. Il fait plus froid que prévu. Oui, un vent froid souffle constamment de la direction de ces montagnes. Les montagnes dont Lulu parlait bordaient la baronnie de Muno. C'est peut-être parce qu'il n'y a rien pour se protéger du vent ici. Je regardais au-delà de Lulu tandis qu'elle enfilait ses bras dans son manteau de fourrure et observait la route principale. À l'approche de la frontière montagneuse, la végétation avait changé, les rochers et les prairies ayant remplacé les arbres. J'avais entendu dire par un marchand que la baronnie de Muno était plus froide que le comté de Kuanu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. J'ai sorti un chauffe-main du stockage et je l'ai imprégné d'un peu de pouvoir magique. C'était un objet que j'avais inventé pendant notre séjour à Sedum City, un outil magique qui ressemblait à un radiateur électrique de poche argentée. Je le gardais dans un petit sac à main pour ne brûler personne. Lulu, porte ça aussi. Je ne veux pas que tu aies froid. Merci beaucoup. Oh, il fait si chaud. Enroulant ses 2 mains autour de l'appareil, Lulu le pressa contre ses joues pour se protéger du froid. Son beau visage se détendit sous la chaleur. J'aimerais pouvoir prendre une photo de ça. Si on utilisait ce sourire dans les publicités, je parie que les actions de ce petit gadget augmenteraient de 30%. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te laisser les rênes si longtemps, dit-elle. Ce n'est rien, ça valait le coup, puisque j'ai pu voir ton joli sourire. Je ne voulais pas paraître si coquette, mais je voulais aussi la complimenter pour apaiser son complexe d'infériorité. Oh, le visage de Lulu rougit. Coupable. Mia passa la tête entre Lulu et moi sur la plateforme du cocher, avec une moue maussade. Moi, fais-moi la suivante. Puis Arisa apparut aussitôt, agitant frénétiquement la main. D'accord, tu es mignonne, Arisa. Excuse-moi, ce n'est pas aussi sincère que ce que tu as dit à Lulu. Mais y un peu plus d'amour. Arisa grogna et me frappa légèrement le bras, mais la force était insuffisante, alors je doutais qu'elle soit si en colère.
Vu la température étonnamment élevée, j'ai pris le temps, pendant notre pause déjeuner, de fabriquer des cache-oreilles en série, sur sa suggestion. J'ai décoré chaque cache-oreille, un peu rétro, d'un ruban coloré pour qu'ils ne se ressemblent pas tous. Doucement, mes oreilles sont ravies, monsieur. Tama et Pochi semblaient ravis, malgré leurs vêtements habituellement plus légers, et ils n'arrêtaient pas de venir me les montrer. Vous êtes tous les deux très mignons, leur ai-je dit, et ils se sont mis à gigoter timidement. C'était agréable d'avoir un voyage assez paisible pour un échange aussi léger. Hormis une observation d'une meute de loups au loin, notre voyage s'est déroulé sans incident et nous avons atteint les montagnes avant le coucher du soleil. Nous avons longé le col étroit et, après environ 1 heure sans croiser personne ni voiture, nous sommes arrivés à une forteresse qui servait également de poste de contrôle. La porte du fort était fermée, mais j'ai aperçu un soldat dans le support au-dessus, alors je me suis approché. Toi, là-bas, avec la voiture. Que fais-tu ici? Nous sommes de modestes colporteurs, en route vers le duché d'Ougouche via la baronnie de Munot. Vous traversez ce territoire maudit? Lorsque j'ai répondu poliment au soldat, il m'a lancé un regard dubitatif. Ne sais-tu pas que c'est une zone dangereuse, infestée de monstres et de hors-la-loi? Oui, nous y sommes bien préparés. Très bien. Cependant, nous ne pouvons pas te laisser passer le poste de contrôle la nuit. D'après le soldat, l'air de la vallée près de la frontière était chargé d'insectes venimeux et de chauves-souris vampires la nuit, et le passage était donc interdit pour des raisons de sécurité. C'était particulièrement dangereux pour les chevaux, a-t-il dit. Il nous a proposé de passer la nuit dans le village le plus proche, mais j'avais déjà repéré un endroit approprié sur le chemin, alors nous avons décidé d'y passer la nuit. Maître, j'ai une requête. Au campement, Lulu s'est approchée de moi, l'air sérieux. Elle voulait que je lui apprenne à cuisiner un délicieux steak. D'abord, pour découvrir ses points faibles, je lui ai demandé d'en essayer un. Ah, ça ne marchera pas, Lulu. Tu ne peux pas continuer à retourner le steak ou à l'enfoncer avec la spatule. Vraiment? Ça sent bon, alors je me suis dit que ça pourrait aller. Lulu semblait découragée, alors je lui ai caressé la tête et lui ai expliqué. Cette délicieuse odeur, c'est la saveur qui se dégage du steak et qui brûle. Il vaut donc mieux ne le retourner qu'une fois pour éviter que le bon jus ne s'échappe. J'avais lu ce fait précis dans un article en ligne il y a longtemps. En fait, mes compétences en cuisine m'avaient aussi appris qu'il n'était pas bon de retourner le steak trop souvent, mais je me suis dit que mon explication serait plus facile à accepter pour Lulu. Franchement, je doutais que mon résumé de seconde main soit trop erroné. Ensuite, je lui ai montré la cuisson étape par étape. Si tu écoutes bien, tes oreilles te diront quand c'est le bon moment. C'est vrai, j'ai expliqué que le bruit de la graisse qui grésille était un bon indicateur de la température de la poêle. Je devais m'approcher en parlant, car Lulu était rouge vif jusqu'aux oreilles. Elle était si mignonne que je n'ai pas pu m'empêcher de lui murmurer à l'oreille en lui expliquant les techniques. Une fois la viande préparée et mise dans la poêle, il faut se retenir jusqu'à ce que le jus commence à remonter à la surface. C'est vrai, je vais me retenir. La voix de Lulu atteignait des sommets. Oups, on dirait que j'ai exagéré. Je ne voulais pas tomber dans le harcèlement sexuel, alors j'ai reculé, mais cela l'a déçue. Difficile de savoir quoi faire avec les adolescentes. Tout en observant affectueusement son profil sérieux, j'ai continué mon cours de cuisine. Après quelques essais, Lulu avait pris le coup de main. J'ai donc dressé les steaks, y compris les ratés de Lulu, et j'ai préparé une sauce japonaise avec le jus de la viande et la sauce soja. Je me suis dit que s'il restait encore des steaks ratés à la fin, je m'en chargerais et les finirais, mais les filles bêtes s'en sont occupées en un rien de temps. Laissant le nettoyage d'après-dîner aux autres enfants, je me suis assis à l'ombre du carrosse et j'ai commencé à préparer des outils magiques pour créer des appareils de chauffage. Mon projet était de fabriquer un appareil de chauffage pour l'intérieur de notre carrosse. Un radiateur au sol serait idéal pour dormir. J'ai essayé d'utiliser le savoir-faire acquis en fabriquant des circuits magiques. La meilleure approche était de fabriquer un cadre en bois à latte et d'y placer un tuyau métallique contenant le circuit de chauffage. Mes documents ne mentionnaient pas la fabrication d'une batterie magique, mais j'avais trouvé un substitut pratique à mon chauffe-main en combinant le circuit magique de base, la magie anti-diffusion des fioles de potions, etc. Je me suis dit que je pourrais l'utiliser ici aussi. Cela ne fonctionnerait que 3 heures maximum, mais ce serait suffisant si je remplissais la réserve magique à chaque remplacement de veille. J'avais fait des provisions de bois et de métal à Sedum City, le travail avançait donc assez vite. Bien sûr, sans mes nombreuses compétences, je n'aurais jamais pu fabriquer un chauffage de sol magique pour carrosse en moins d'1 heure. J'ai rangé l'outil terminé dans le stockage un moment, puis je l'ai installé dans le carrosse. J'ai essayé en l'imprégnant de magie et en m'allongeant, et une douce chaleur agréable s'est propagée du sol. Il y avait un léger courant d'air, cependant, alors je devrais demander à tout le monde de m'aider à installer des calfeutrages plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique un chauffage. Arisa passa la tête dans le carrosse avec curiosité. Chaud,
Je ne savais pas qu'il existait un outil magique comme celui-ci. Vous êtes incroyable, maître. Suivant l'exemple d'Arisa, Mia et Lulu entrèrent, tapotèrent le sol pour voir si c'était possible et donnèrent leurs impressions. Je n'aurais jamais imaginé trouver un chauffage au sol dans ce monde. Allongée paresseusement sur le sol pour se prélasser dans la chaleur, Arisa ouvrit soudain de grands yeux et les ferma sur moi. Kaka kotatsu. Fais un kotatsu ensuite. Pourquoi aurions-nous besoin d'une table chauffante si le wagon est déjà chaud? Oh, allez, ne fais pas ça. S'il te plaît, fais un kotatsu ensuite. S'il te plaît. Les supplications désespérées d'Arisa menaçaient de me submerger. Oh, Arisa, ça suffit. Tu ne vois pas que tu embêtes maître? Gronda doucement Lulu. Dans ces moments-là, on aurait pu les considérer comme des sœurs. Oh, mais les kotatsu, c'est la meilleure chose qui soit. C'est un pan de la culture japonaise qu'on devrait diffuser dans ce monde parallèle. Je trouvais qu'elle exagérait un peu, mais je ne voulais pas la décourager. Arisa leva vers moi des yeux humides, et je n'eus d'autre choix que d'acquiescer à contre-cœur. D'accord, d'accord, j'en ferai un quand j'aurai du temps à tuer, d'accord? Mais tu devras faire la couverture toi-même. Hurrah! Arisa sauta joyeusement dans le carrosse. Sa jupe remonta jusqu'à son nombril, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Kotatsu, bien. Mia acquiesça d'un signe de tête discret tandis qu'Arisa se réjouissait. Bon, je suppose qu'il y a des centaines d'années, un héros a transmis la culture japonaise aux elfes. Arisa expliqua avec ferveur la structure et les vertus d'un kotatsu à une Lulu attentive. À ce rythme-là, elle me demanderait de cultiver des mandarines et de faire du mochi. Puisqu'il y avait du riz dans le duché d'Ugosh, du riz gluant pour le mochi ne devrait pas poser de problème, mais je ne savais pas où trouver des oranges. Il faudra que j'en trouve quand nous arriverons dans une bonne ville commerçante. Maintenant, laissons cela de côté et je voulais montrer mon invention à tout le monde. C'est une sensation vraiment superbe. Ce n'est pas aussi chaud qu'un bain chaud, mais la température est excellente en soi. Lisa me fit des éloges avec une passion inhabituelle. Les autres filles aussi, bien sûr. Comme je l'avais prédit, l'effet ne dura qu'environ 3 heures, mais c'était suffisant. Il commençait à faire froid, alors j'avais prévu de réduire la garde de nuit à 3/4. Je prévoyais de prendre la garde de nuit, donc tant que je remplissais mes réserves de magie avant et après mon quart, nous devrions pouvoir rester au chaud toute la nuit. Pour la garde de nuit, chaque quart inclurait soit Pochi, soit Tama, soit moi, car nous avions toutes les 3 des sens aiguisés pour détecter les ennemis. L'intérieur du carrosse était agréablement chaud grâce au chauffage au sol et au coupe-froid, ce qui permettrait à tout le monde de dormir sur ses 2 oreilles, sans courant d'air froid. Ce soir-là, Arisa et moi avons lu un livre d'images à haute voix, accompagné d'une reconstitution animée pour les autres. J'ai donc acquis les compétences ad-lib et ventriloquie, ainsi que le titre de mauvais acteur. Je ne sais pas qui invente ces titres, mais j'aimerais qu'ils arrêtent de m'en donner des aussi insultants. Pendant mon quart de nuit, Arisa grelottait à cause du vent glacial, alors j'ai décidé d'essayer le sort d'abri que je venais d'apprendre grâce à un parchemin magique à Sedom City. Quand je l'ai sélectionné dans le menu, un dôme transparent d'environ 3 mètres de circonférence nous a recouverts. Oh, il ne fait plus froid. C'est un sort que tu as appris à Sedom City? Ouais, oh, mais ça va poser problème. Il protégeait suffisamment du vent, mais la fumée du feu de joie s'accumulait à l'intérieur du dôme. Je suppose que cette magie de défense empêchait l'air de circuler à travers la barrière. Oh là là, tu as raison. Si on s'était endormi sans s'en rendre compte, on aurait bien pu mourir étouffé. Sérieusement, je l'annule pour l'instant. J'ai désactivé le sort d'abri, et la fumée s'est échappée dans le ciel. Tu devrais peut-être construire une cheminée? J'essaie. J'ai pris 3 tiges dans le sac de garage, je les ai plantées dans le sol et je les ai enveloppées de tissu pour former un simple tube d'environ 1 mètre de haut. J'ai ensuite fabriqué une barrière d'abri qui croiserait le tube. Le tube est resté tel quel. C'était une bonne chose, car je n'étais pas sûr que la barrière l'écraserait ou le couperait. Quand j'ai récupéré le tissu et les tiges, il y avait un trou à l'emplacement du tube. Contrairement à Bouclier, on ne pouvait pas changer la position de la barrière, elle n'était donc pas utilisable en déplacement. Mais si j'ajoutais un trou pour entrer et sortir comme un igloo, ce serait sans doute utile pour la garde de nuit. Comme le chauffage, ce sort durait 3 heures. Même lorsque je l'utilisais depuis le menu magique, cela ne changeait rien. C'était probablement une précaution pour éviter que les personnes à l'intérieur ne suffoquent. La version du menu semblait plus puissante que lorsque je l'utilisais depuis le parchemin, mais je ne savais pas à quel point, car les 2 versions se brisaient d'un seul coup. Je ferai peut-être un test de force avec l'aide des filles bêtes plus tard. Au fait, Abri n'était pas le seul sort que j'ai acquis à Sedom. J'ai aussi obtenu les sorts de magie pratique étourdissement et flèche magique, ainsi que le sort de magie de la terre piège. Le jour où j'ai obtenu les parchemins, je me suis rendu tard dans la nuit au village abandonné près de Sedom pour tester chaque sort afin de pouvoir les sélectionner plus tard dans le menu magique. Tout comme avec tir de feu,
Les sorts étaient assez faibles lorsqu'il était utilisé directement depuis les parchemins, mais leurs performances se sont considérablement améliorées depuis le menu magique. Les 2 sorts d'attaque pouvaient désormais tirer jusqu'à 120 coups simultanément, et même étourdissement, censé être non mortel, a gagné suffisamment de puissance d'attaque pour anéantir un grand arbre. Tous 2 consommaient une quantité de base de 10 PM, plus 1 point tous les 2 tirs supplémentaires. En termes d'efficacité, ils n'étaient toujours pas à la hauteur de tirs de feu, qui pouvaient transformer une paroi rocheuse en lave avec seulement 10 points, mais ils étaient plus faciles à utiliser contre les monstres que mon pistolet magique habituel. Le sort piège créait initialement un trou de seulement 10 cm de large et 10 cm de profondeur, mais une fois utilisé depuis la colonne magie du menu, il pouvait creuser un trou jusqu'à 12 mètres de large et de profondeur. Cette taille pouvait être modifiée par unité de 10 cm, ce qui permettait au sort d'avoir d'autres utilisations que son objectif initial. Principalement, creuser des trous pour servir de toilette ou de déchetterie. Cependant, il ne permettait pas de combler les trous créés, ce qui me posait problème. Lorsque je creusais un trou avec piège, où passait la terre? La terre sur les côtés et au fond du trou devenait dure comme de la pierre, mais si elle avait été entièrement comprimée, les parois auraient dû être bien plus dures. Je devais supposer que la majeure partie de la terre disparaissait quelque part. J'étais quelque peu intrigué, mais pas au point de me donner la peine de faire des recherches approfondies. J'ai donc décidé de demander à un expert ou un chercheur en magie de la Terre si j'en rencontrais un. Pendant qu'Arisa et moi discutions des aspects les plus absurdes de la magie, notre quart de nuit passa à toute vitesse. Le lendemain, nous nous préparâmes à partir à l'aube et nous nous dirigeâmes vers le fort au lever du soleil. Tiens, c'est toi le type d'hier. J'ai entendu dire que la baronnie de Munno est dans une telle misère que les voleurs de là-bas viennent plutôt par ici. Il faut faire attention, pas seulement aux bandits et aux soldats, mais aussi aux villageois ordinaires. On le fera. Merci pour tes conseils. Tiens, tu as assimilé les soldats de la baronnie de Munno à des bandits sans même sourciller, ai-je plaisanté mentalement. Ma réponse verbale fut simplement de remercier le soldat pour sa gentillesse. Apparemment, il n'y avait pas de péage pour franchir la barrière. Au contraire, si vous rencontrez des demandes déraisonnables de l'autre côté de la forteresse, revenez simplement ici. Une fois la frontière franchie, nos soldats pourront vous venir en aide. J'apprécie votre sollicitude. Si quelque chose devait arriver, j'accepterai votre aimable offre. Après avoir remercié à nouveau le soldat, nous avons pris la voiture en direction de la baronnie. En conduisant, je repensais aux rumeurs que j'avais entendues à Sedum City au sujet de la baronnie de Munno. Le territoire avait toujours été dangereux, mais à cause d'une famine qui sévissait depuis 3 ans, une grande partie de la population était tombée en esclavage ou s'était tournée vers le crime. Non seulement la fraude et les détournements de fonds par les fonctionnaires y étaient devenus monnaie courante, mais la négligence des soldats faisait que la route principale était infestée de monstres et de bandits. La forteresse frontalière que nous allions traverser serait tout aussi dangereuse, avec des vauriens qui s'empareraient de toutes nos marchandises sous prétexte de tarifs, ou kidnapperaient des femmes dans les villages voisins. Si nous partions pour la baronnie de Munno sitôt le matin, c'était pour éviter ces soldats impitoyables. Des hommes aussi infâmes n'iraient probablement pas travailler sitôt, et je savais qu'il n'y avait aucune barrière du côté de la forteresse qui donnait sur la baronnie de Munno. J'avais de l'alcool prêt à servir de pot de vin juste à temps. C'était un cas, mais je me suis dit que si quelqu'un s'approchait de nous par erreur, je pourrais simplement demander à Arisa de l'endormir avec de la magie psychique et passer. Après tout, les soldats oisifs somnolent tout le temps au travail. Une fois sortis du fort du côté du comté de Kuanu, nous nous sommes retrouvés sur une route étroite coincée entre des falaises abruptes de chaque côté. Elle était à peine assez large pour que 2 chariots se croisent, et la visibilité était assez mauvaise. Après avoir traversé ce ravin pendant une dizaine de minutes, nous avons atteint la partie la plus accidentée de la frontière. Devant nous s'étendait une vallée d'une 30aine de mètres de large et près de 30 mètres de profondeur, ainsi qu'un pont de corde à peine assez large pour un seul chariot. La baronnie de Munno attendait de l'autre côté. Lisa, Nana, reculez. Attendez ici avec tout le monde, s'il vous plaît. J'ai appelé Lisa et Nana avant qu'elles ne puissent traverser à cheval devant nous, et elles sont revenues attendre avec le reste du groupe. Je vais m'assurer que tout soit en sécurité de l'autre côté. Si je vous dis de courir de là-bas, ne m'attendez pas, filez tranquillement, d'accord? D'accord, oui, monsieur. Cadratin. D'accord. Pochi, Tama et Lulu furent les seuls à obéir docilement. Satou, tu ne vas pas recommencer à faire une folie toute seule, hein? Mia et Arisa étaient impatientes de m'arrêter. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai dès que j'aurai vu à quoi ressemble le fort là-bas. Je leur ai caressé la tête, puis j'ai laissé Lulu cocher et j'ai sauté de la voiture. Maître, permettez-moi de vous accompagner, je vous en prie. Pardonnez ma présomption, maître, mais permettez-moi de vous rejoindre comme garde.
Nana et Lisa voulaient toutes les deux venir, mais j'ai décidé de réduire le nombre de personnes et d'emmener seulement Lisa. Si quelque chose arrivait, j'étais sûre qu'elle pourrait se débrouiller seule. D'accord, Lisa, viens avec moi. Nana, attends ici. Oui, monsieur. Compris, répondis-je. J'ai pris le cheval de Nana, et Lisa et moi avons traversé le pont de corde sans encombre. De l'autre côté se trouvait une place avec suffisamment de place pour garer quelques calèches, et un mur de pierre de 30 mètres de haut m'empêchait de voir au-delà. Il était temps de recueillir des informations. J'ai sélectionné « Rechercher sur toute la carte » dans le menu magique pour commencer mes recherches sur la baronnie de Munno. Je savais que la région était vaste, mais j'étais tout de même surpris par son immensité. Sa forme étrange la rendait difficile à cerner, mais je dirais qu'elle faisait au moins la taille d'Hokkaido. C'était une estimation approximative, car je ne me souvenais plus de la superficie d'Hokkaido. Le territoire était relativement plat, et au nord-ouest de Munno City s'étendait une forêt qui en couvrait environ 30%. Les rivières se rejoignaient dans un lac au centre de la forêt, puis continuaient comme une seule grande rivière qui coulait au-delà de Munno City vers le duché d'Ugosh. La route principale reliant le comté de Kuanu et le duché d'Ugosh passait par là. Le terrain était principalement plat, à l'exception de quelques montagnes basses. En revanche, une chaîne de montagnes beaucoup plus haute bordait la baronnie. Comme dans le comté de Kuanu, la carte de cette zone comportait quelques zones vierges de tailles diverses. La plus grande se trouvait au cœur de la vaste forêt. Maintenant que j'avais une compréhension sommaire de la géographie, j'ai commencé à enquêter sur la présence ennemie et à affiner les paramètres de recherche sur la carte. J'ai d'abord vérifié s'il y avait des réincarnations avec des compétences inconnues comme Arisa, aucune. Ensuite, toute personne de niveau supérieur à 50 aucune également. Enfin, toute personne de niveau supérieur à 30 susceptible de représenter une menace pour les enfants, cette fois, il y avait des résultats. Plusieurs cibles correspondaient à mes critères. Et la plus proche se trouvait dans le fort en face de nous. Les autres étaient assez loin, alors j'ai interrompu mes recherches pour l'instant et j'ai emmené Lisa avec moi pour observer de plus près. Suivant le sentier qui traversait la paroi rocheuse, nous avons atteint une pente désertique. Le fort était au milieu de la région aride, et perché au sommet de la structure à moitié détruite se trouvait une hydre. Ses 4 têtes fouillaient sous les décombres. Le vent froid et sec apportait le craquement d'énormes dents rongeant quelque chose. J'ai consulté la carte, mais il n'y avait aucun survivant dans les environs. Lisa, prends soin de mon cheval, s'il te plaît. Laissant Lisa s'occuper de l'animal, j'ai commencé à descendre la pente. Le perchoir de l'hydre était à environ 30 mètres de moi à vol d'oiseau. Cette chose était de niveau 44 et presque 2 fois plus grande que celle que j'avais vue entre les comtés de Seryu et de Kuanu. Maître, veuillez pardonner mon arrogance, mais je crois que nous devons absolument battre en retraite dans cette situation. Lisa fixait, le visage blême, l'énorme bête qui aurait trouvé sa place dans un film de monstres. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra qu'une minute, alors attends ici. Pour apaiser ses inquiétudes, je décidai de lui montrer un peu de ma véritable force. Je me disais qu'elle savait garder un secret, alors tout irait bien. Une fois un peu plus loin de Lisa, je choisis le sort flèche magique dans mon menu magique. Vu le désert, j'aurais probablement pu utiliser tir de feu sans problème, mais comme le sort ne se déplaçait qu'à une vitesse d'environ 80 km/h, l'hydre risquait de l'esquiver à cette distance. J'optai donc pour la flèche magique, légèrement plus rapide. En activant le sort, un menu s'ouvrit pour me permettre de sélectionner le nombre de flèches à tirer. Je pouvais choisir n'importe quel nombre entre 1 et 120. Sans hésiter, je choisis le maximum. Un petit cercle rouge apparut sur l'hydre sur mon écran de réalité augmentée, comme une cible dans un simulateur de combat aérien. Cependant, comme ces têtes étaient actuellement cachées, mon attaque pourrait ne pas être fatale. J'ai délibérément donné un coup de pied dans une des pierres à mes pieds pour attirer l'attention de l'hydre. Le monstre a dressé ses 4 têtes et levé ses ailes de chauve-souris dans une posture intimidante. Lorsque je me suis concentré mentalement sur les 4 têtes de l'hydre, la cible a instantanément changé pour refléter mes pensées. Feu, j'ai mentalement appuyé sur la gâchette. Le sort a consommé 70 points de magie, et des carreaux magiques de la taille de petites lances sont apparus devant moi et ont tiré sur l'hydre en succession rapide dans une puissante explosion. Je ne savais pas si c'était dû à mon niveau et à mes statistiques élevées ou à une quelconque capacité, mais le temps a semblé ralentir jusqu'à ce que je puisse l'observer image par image. La première flèche magique a été bloquée lorsque l'hydre a formé une pellicule rouge autour de son corps. Les flèches 2 et 3 ont atteint la membrane, la 4e l'a transpercée, et la 5e a percé l'une des têtes de l'hydre. Avant que l'impact ne puisse éloigner la tête, les 6e et 7e flèches l'ont réduite en miettes. À partir de la 8e flèche, leur seul effet fut d'éclabousser les restes de la tête jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Les flèches qui avaient atteint leur cible continuèrent leur course,
pulvérisant les arbres morts, la terre et les rochers derrière elle, jusqu'à transformer radicalement le paysage. Ce fut une démonstration de violence écrasante, comme si j'avais tiré avec un canon automatique de gros calibre. Après que les 120 flèches magiques eurent anéanti les 4 têtes de l'hydre et la montagne derrière elle, le temps autour de moi reprit enfin sa vitesse habituelle. Pressant une main sur mes oreilles au cas où je m'en serais déchiré un, je consultais le journal pour confirmer la mort de l'hydre. Ayant perdu toutes ses têtes, le reste de l'hydre fut projeté en arrière, détruisant la moitié restante du fort. Les tremblements qui s'ensuivirent, dus à son immense poids, se répercutèrent dans mon estomac. Je me couvris la bouche d'un tissu pour protéger ma gorge de la poussière soulevée par le vent. Je retournai vers Lisa, stupéfaite et muette. « C'est fini, » lui dis-je. « Maître, veuillez pardonner mes remarques insensées. Je savais certes que vous étiez fort, mais je n'avais jamais imaginé un tel degré de... » Je réprimai nonchalamment la surprise théâtrale de Lisa. « Désolé, mais pourrais-tu garder cette magie secrète ? Oui, même si ça me coûte la vie. Bon, pas besoin de prendre ça trop au sérieux. Non, si ta vie est en jeu pour une raison ou une autre, dis-le-leur. » J'ai accepté les rênes des mains de Lisa et j'ai chevauché jusqu'au cadavre de l'hydre. De près, l'immense créature était absolument époustouflante. Si je l'avais rencontrée dans mon monde d'origine, j'aurais probablement été dévoré avant même de pouvoir m'enfuir. Parmi les décombres tachés de brun rougeâtre gisaient des corps brutalisés et des armes brisées. Bien qu'on m'ait dit que c'était un repère de vauriens, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la pitié pour leur mort atroce. Ce n'était pas suffisant pour me donner envie d'enterrer les corps, mais je pouvais au moins prier silencieusement pour eux avant de partir. Nous avons continué sur le sol ensanglanté, descendant de cheval devant le fort qui était maintenant le tombeau de l'hydre. Une fois au sol, la légère odeur de fer dans l'air se transforma en puanteur. Je demandai à Lisa de récupérer le noyau du monstre, puis récupérai une des épées tombées à mes pieds et la plantai dans le sol comme pierre tombale. Puis je sortis une bouteille d'alcool pour les rites funéraires, bien loin de sa fonction première. Je l'avais achetée au cas où j'aurais besoin de soudoyer pour passer devant ce fort. Arrosant l'épée du liquide, je priais pour que leurs âmes reposent en paix. Pendant que Lisa récupérait le noyau, je poursuivis mon enquête sur la baronnie de Munno. Reprenant la recherche d'ennemis, je découvris un nombre relativement élevé de monstres de niveau 30 et plus. Dans la zone montagneuse à l'ouest-sud-ouest, il y avait d'autres hydres comme celle que je venais de vaincre. Ma recherche n'avait révélé qu'une seule hydre de niveau 37, mais en y regardant de plus près, je découvris également 2 autres hydres de niveau 29 et 24. La zone se trouvait pratiquement à l'autre bout du territoire où nous nous trouvions. Cette hydre avait donc voyagé jusqu'ici ? J'ignore la portée de croisière d'un monstre volant moyen, mais il pourrait poser problème. Non pas que j'aurais de difficulté à les affronter, puisque je possédais désormais un sort anti-aérien. La plupart d'entre eux semblaient de toute façon vivre dans les montagnes, loin de la route ou des habitations humaines, donc nous n'en croiserions probablement aucun. J'ai également trouvé un seul démon de l'enfer sur la liste. De plus, il se trouvait dans le château du seigneur à Munno City. Il avait probablement fomenté un complot machiavélique responsable du déclin de ce territoire. J'ai examiné les informations détaillées concernant le démon. Il était de niveau 35, un démon de l'enfer mineur, comme l'œil que j'avais combattu à Serious City. Ses compétences inhérentes spécifiques à sa race étaient vol, transformation, doppelganger, et résistance magique mineure, tandis que ses compétences générales étaient magie psychique et magie fantôme. Cette fois, j'ai cherché spécifiquement des démons de l'enfer et j'en ai trouvé 3 autres. Tous étaient de niveau 1 et portaient le titre de doppelganger. Ils devaient avoir été créés par la compétence du démon le plus puissant, portant le même nom. Ces copies possédaient les mêmes compétences inhérentes que l'autre démon, à l'exception de doppelganger, bien qu'elles ne possédaient qu'une seule compétence générale, magie psychique ou magie fantôme. L'une se trouvait à Munno City, et les 2 autres dans des villes différentes. Celui qui s'était infiltré à Munno City agissait, entre autres, comme magistrat. Il fallait que je me méfie de lui. À bien y penser, le démon de Serious City possédait un humain. Par mesure de sécurité, j'ai cherché sur la carte des personnes ayant le statut possédé et j'ai trouvé 2 chevaliers. Il y avait des chevaliers de niveau supérieur dans le château, mais après quelques comparaisons, j'ai compris qu'ils avaient été choisis car ils avaient commis le plus de crimes dans leur champ de primes. Cela avait du sens, puisque le gars possédé dans la ville de Serious était également un méchant. À moins qu'il ne représente une menace pour mes enfants, je n'avais aucune intention de les vaincre délibérément, mais ce serait une autre histoire si l'un d'eux se mettait en travers de notre chemin comme l'hydre. Dans ce cas, j'utiliserais toute ma puissance pour m'en occuper. Ce serait vraiment pénible si le démon infernal mineur finissait par invoquer un démon infernal majeur et rééditer l'incident du labyrinthe de Serious City.
J'ai donc mis un marqueur sur tous les démons et chevaliers possédés pour savoir s'il allait dans des endroits suspects. Pendant notre séjour à la baronnie de Munno, j'ai décidé qu'il valait mieux vérifier la situation sur la carte au moins 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Au moindre signe de danger, nous pourrions agir. Mais, bien sûr, la sécurité des enfants dont j'avais la garde passait avant tout. Alors que je terminais mon enquête sur les démons, Lisa revint. Maître, j'ai récupéré le noyau. Super, merci. J'ai accepté le noyau et l'ai glissé dans un sac, dans la sacoche du cheval. Il était d'un rouge profond, environ 2 fois plus gros qu'une balle de softball. En examinant la qualité, j'ai constaté qu'il était de très haute qualité. Je vais faire une petite pause. Pourriez-vous appeler tout le monde? Oui, tout de suite. Après avoir donné des instructions à Lisa, je me suis souvenu de la masse de l'hydre à moitié enfouie dans les décombres de la forteresse. Je ne veux pas inquiéter tout le monde, alors gardons ce monstre secret. Certainement, monsieur. Lisa hocha la tête d'un air humble, puis monta sur son cheval et partit appeler les autres. Après l'avoir salué, je me suis remis à la collecte d'informations. Cette fois, j'ai cherché le destinataire de la lettre que j'avais été chargé de remettre à la vieille sorcière de la forêt des illusions. En cherchant des géants, je n'ai trouvé qu'un seul résultat. Il se trouvait près de la zone vide de la grande forêt, j'ai donc supposé que le village des géants s'y trouvait probablement. Après tout, la tour de la vieille sorcière du comté de Kuanu se trouvait elle aussi dans un espace vide. Nous pourrions probablement faire la majeure partie du trajet en calèche, mais si nous voulions emprunter la route secondaire menant à la forêt, il nous faudrait des chevaux individuels ou aller à pied. Un coup d'œil à la carte 3D confirma ce soupçon. La route secondaire était à environ 12 jours de voyage. Ensuite, j'étudiai la répartition de la population. La population était terriblement faible. Bien que la baronnie fût bien plus grande que le comté de Seriou, elle était bien moins peuplée. Munno était la seule ville comptant plus de 10 000 habitants, les autres villes n'en comptaient que quelques milliers au maximum. Il y avait plusieurs villages le long de la route principale et de la frontière, mais la plupart ne comptaient qu'une 50aine d'habitants. Et, conformément aux informations que j'avais obtenues sur cet endroit, l'état de santé de nombreux roturiers indiquait « mort de faim ». La discrimination envers les demi-humains dans la baronnie de Munno était si sévère qu'il n'en restait pas un seul à Munno City, et même les autres villes et villages étaient totalement ségrégés. Dans les montagnes plus éloignées de la route, on trouvait quelques petites colonies comptant moins d'une centaine de demi-humains de la même espèce. De plus, il y avait une cité minière abandonnée, habitée par des kobolds, dans les montagnes près de la frontière ouest-nord-ouest. Ils appartenaient au même clan que ceux qui avaient attaqué les mines d'argent du comté de Kuanu. La distance entre les deux était de près de 50 km, j'étais donc impressionné qu'ils aient entrepris une telle expédition. Quoi qu'il en soit, la famine était encore plus grave que je ne l'avais imaginé. S'ils pouvaient se nourrir de cet hydre, de nombreuses vies seraient probablement sauvées, comme ils l'avaient fait avec la chasse à la baleine au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être serait-elle comestible? La viande du monstre grenouille et des loups fusées était délicieuse, et nous pourrions rencontrer quelqu'un qui sache la cuisiner. Chacun des coups de l'hydre était aussi épais que le corps d'un cheval. J'en découpais un en rondelles d'environ 1 mètre avec l'épée sacrée Excalibur et les mis en réserve. J'entreposais également le reste du corps, bien sûr. Soudain, me souvenant de ce que l'hydre avait mangé, je vérifiais les détails du cadavre en réserve. Il était possible d'extraire le contenu de l'estomac séparément. Grâce au sort de fosse, je creusais un trou d'environ 5 mètres de large et de profondeur. J'en vidais le contenu dans ma fosse, les corps des victimes du fort. Je savais que je ne voudrais pas voir dans quel état ils étaient, alors je détournais les yeux. Je m'éloignais jusqu'à ne plus pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur du trou, offris un autre moment de silence aux victimes et quittais le fort. Plus grand que Titraki, fossoyeur. Après avoir descendu la pente devant le fort, je descendis de cheval à une dizaine de mètres et attendis tout le monde. J'ai pris une grande inspiration d'air sec, puis je l'ai relâché lentement, espérant dissiper les émotions qui s'étaient installées sur mon cœur comme de la rouille. Ayant vécu un certain temps dans ce monde parallèle, j'aurais dû être habituée à la mort, mais je n'en étais toujours pas satisfaite. Lulu et Arisa me saluèrent du cocher. Je leur rendis l'appareil en essayant de me ressaisir et courus à la rencontre de la voiture. Une fois tout le monde réuni, je rendis le cheval à Nana et laissai Lulu conduire pendant que je me berçais le cœur en jouant à la vieille fille avec les plus jeunes à l'arrière, avec un jeu de cartes fait main. Environ 2 heures après notre départ du fort, Lisa et Nana revinrent de leur mission de reconnaissance. Il y a plusieurs hommes et femmes assis sur le bord de la route, un peu plus loin, monsieur. Maître, ils ne semblaient pas hostiles, à ce que je vous rapporte. Il s'agissait en fait du chef d'un village, de sa petite fille et de 2 autres jeunes serfs. J'avais déjà constaté qu'il n'y avait ni créatures louches ni brigands sur notre chemin, mais je les avais envoyés en avant, car j'ignorais ce que ces 4-là manigançaient.
Je me demande pourquoi. Eh bien, ça nous donne l'occasion d'entendre ce que les habitants ont à dire. Ignorant les soupçons d'Arisa, j'ai vérifié nos réserves de nourriture à l'entrepôt. Une partie de notre viande de moindre qualité, comme l'ours ou le loup brun, pourrait sans doute servir de paiement pour les informations. J'ai pris la place de cocher à Lulu et me suis dirigé vers l'intersection entre la route principale et la route du village où les 4 attendaient. Lorsque notre voiture est entrée dans leur champ de vision, l'homme qui était apparemment le chef du village s'est levé d'un bond et nous a salués d'un signe de la main et d'un cri. Sa petite fille était également dans mon champ de vision, mais je ne la voyais pas. Elle devait se cacher dans l'ombre. On peut vous aider? Je suis le chef du village là-bas. Vous êtes colporteur, n'est-ce pas? Tout en échangeant les présentations avec le chef, j'ai examiné ces informations. Mon écran de réalité augmentée indiquait que l'homme avait 43 ans, mais il en paraissait une soixantaine. Comme son état de famine le laissait entendre, il était maigre et plutôt pâle. Malgré le froid, il ne portait pas de manteau par-dessus sa tunique crasseuse. Les jeunes serfs, qui avaient une vingtaine d'années, devaient geler assises au bord de la route. Elles ne portaient que de simples robes de sac en tissu écru, et elles étaient pieds nus. De plus, leurs robes étaient si courtes qu'elles risquaient de laisser voir leurs sous-vêtements rien qu'en marchant normalement. Étrangement, elles semblaient mieux nourries que le chef du village. Elles étaient certes maigres, mais elles n'étaient pas famineuses. Après nos présentations et notre conversation habituelle sur la saison, nous sommes enfin arrivés au cœur de la conversation. Voyez, il y a quelque chose que nous aimerions que vous achetiez. Vous ne parlez pas de ces jeunes serfs, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Le chef du village a secoué la tête. Non, non, viens par ici. Bien sûr, la petite fille de l'homme a rampé hors d'un petit creux sur le bord de la route. Elle était maigre, comme les autres. Elle portait ce qui semblait être le manteau de son grand-père, dont le bas traînait au sol à son approche. Ce que je veux que tu achètes, c'est ma petite fille. Elle est encore jeune, mais si elle grandit comme ma fille, qui était la plus belle du village, elle sera certainement. Je l'interrompis. Tu veux vendre ta propre petite fille comme esclave? Si elle reste au village, elle mourra de faim, c'est sûr. Les soldats de ce fort pourraient la kidnapper ou la tuer. Le chef du village détourna les yeux avec amertume. Les histoires que j'entendais dans le comté de Kouanou n'étaient donc pas que des rumeurs. À mon avis, il vaudrait mieux qu'elle soit achetée par un marchand en apparence bienveillant comme toi. Personnellement, je pense qu'il est préférable pour une famille de rester unie, même pauvre, mais après tout. Je n'ai jamais été affamé. Le chef observait les visages sains des plus jeunes qui regardaient depuis la voiture. S'il vous plaît, achetez-moi, monsieur le marchand. La petite fille du chef s'exprima très clairement pour une si jeune fille. Son expression était solennelle, et elle semblait si désespérée que j'en fus un peu intimidé. S'il vous plaît, si le village peut acheter des rations avec cet argent, tant de jeunes enfants pourront survivre à l'hiver. La fillette croisa les mains devant son visage d'un air suppliant. Arisa me regardait avec de grands yeux, mais je n'avais aucune intention d'acheter cet enfant. Je suis désolée, mais j'ai plein d'esclaves. En réalité, ils sont plus comme une famille que comme des esclaves. Mon refus catégorique laissa la petite fille du chef au désespoir, et elle baissa la tête d'un air misérable. À ces mots, une des serfs qui observait avec intérêt se leva. Chef, est-ce à notre tour de négocier? Allez-y. Les 2 serfs ont retiré leurs vêtements en lambeaux, exposant leur corps nus. Elles étaient si émaciées que c'était plus pénible à regarder que sexy. M m'en veut, c'est obscène. Paix prière. Arisa et Mia sautèrent hors de la voiture pour me couvrir les yeux. Il fait si froid. Oui, il fait particulièrement froid aujourd'hui. Entre les doigts de Mia et d'Arisa, je vis les 2 femmes se courber un instant, frissonnant dans l'air glacial. Et oui, c'est souvent ce qui arrive quand on se déshabille dehors en plein hiver. Monsieur le marchand, vous ne voudriez pas vous offrir un bon moment? La plus âgée des 2 serfs prit une pose étrange en lançant son argumentaire. Le prix est d'une pièce de cuivre, où vous pouvez remplir cette bourse de céréales et de pommes de terre. Ah, bien sûr, la viande est la bienvenue aussi. Pas besoin d'une viande aussi raffinée que du lapin ou de l'oiseau. N'importe quelle viande fera l'affaire, même des rats ou des monstres, ajouta la plus jeune. De la viande de monstre, hein. Parfait, maintenant je peux savoir quelle viande est comestible. De la viande de monstre? Oui, les insectes monstres sont généralement assez mauvais, mais les pattes de grillons, de sauterelles et autres peuvent être délicieuses. Il y a une pénurie de nourriture par ici, vous voyez. On ne force pas les cerfs à manger des monstres. Le chef du village intervint pour s'excuser. Il mange aussi de la viverne à Seriou. J'en ai déjà mangé, alors je ne vais pas juger, le rassurai-je, et il se tapota la poitrine. Certes, j'aurais pu froncer le nez avant de goûter à cette viande de loup fusée, mais plus maintenant. Je n'ai pas besoin d'esclaves ni de bons moments, mais il y a autre chose que j'achèterais, dis-je. Autre chose? Je ne vois pas ce que vous espérez acheter d'autre dans un village reculé comme le nôtre. Ce que je cherche, ce sont des informations. Des informations? J'acquiesçais.
Je veux que tu me racontes tout ce qui concerne la situation actuelle dans la baronnie de Munau. Je ne suis qu'un simple fermier. Je ne sais que ce qui se passe dans notre village et dans ceux des environs. Ça me suffit. Je peux t'offrir de la viande de loup brun en échange de ces informations. J'ai vu les deux femmes s'enlacer joyeusement entre les doigts de Mia et d'Arisa. Habille-toi avant d'attraper froid, s'il te plaît. Ce que j'ai appris du chef concernant le village et les environs, c'est que la situation était mauvaise. Les mauvaises récoltes des 3 dernières années avaient épuisé toutes les plantes sauvages comestibles et les noix de la région, ce qui avait poussé la faune à se réfugier dans les montagnes. Et, à cause de tous ces monstres, envoyer les gens chercher de la nourriture plus loin n'a fait que causer des pertes. La plupart des monstres du coin étaient de niveau 10 et plus, ils étaient donc probablement trop forts pour être éliminés avec des outils agricoles. On a vendu quelques filles du village à un marchand d'esclaves au début de l'automne, ce qui nous a permis de faire des provisions pour l'hiver avec cet argent, mais... Il y a eu des voleurs, ou quoi? À en juger par son hésitation, je suppose que c'était lié au gouvernement, mais je me suis dit qu'une question indirecte l'aiderait à s'expliquer plus facilement. Non, la plupart des voleurs du coin sont juste des jeunes sans le sou des villages voisins. Ils ne sont pas assez cruels pour voler nos provisions pour l'hiver. Bien sûr que non, intervint l'une des femmes. Ces voleurs sont nos meilleurs clients. Contrairement aux soldats du fort, ils nous donnent même à manger après, ajouta l'autre. C'est pourquoi ils n'avaient pas le statut, affamé. J'ai entendu dire qu'ils allaient dans le territoire voisin, parce qu'il n'y a personne à voler ici. Oui, ils ont dit qu'ils allaient dans une ville lointaine à cause des récents combats dans les mines d'argent. J'ai remercié les femmes serfs pour leur rapport, puis j'ai repris ma conversation avec le chef. C'était des monstres, alors? Si c'était le cas, on aurait tout simplement abandonné et accepté. Mais c'était un percepteur. Il a pris près d'un tiers de nos réserves d'hiver, sous prétexte que c'était un cadeau de mariage pour la fille du baron. Le chef du village a poussé un profond soupir. Je ne pense pas que 30% des réserves d'hiver pour 60 personnes constituent une contribution pour un cadeau de mariage. On aurait plutôt dit qu'un percepteur avait pris une part officieuse supplémentaire. Vous n'avez pas fait appel? Si on l'avait fait, ils auraient réduit tout le village en servage. C'est impossible, c'est vrai. Vous n'avez jamais entendu parler du village de Tonza? Ils ont réduit tout le village en serre, et maintenant plus personne n'y vit. J'ai cherché sur la carte le nom mentionné par le chef, et effectivement, tous les anciens habitants du village travaillaient désormais comme des esclaves dans les environs de Munau City. L'histoire était donc vraie. Même en considérant qu'un démon de l'enfer était probablement derrière tout cela, la situation était cruelle. J'étais un peu curieux, alors j'ai insisté pour en savoir plus. Savez-vous qui la fille du baron est censée épouser? D'après ce vaurien de percepteur d'impôts, c'est un héros. Un héros? J'ai fouillé la carte, mais personne n'avait le titre de héros. Ce type devait être un imposteur. Dites, chef du village. Quel âge a la fille de ce baron? Arisa se pencha et l'interrompit après avoir écouté la conversation. Je crois qu'il a une fille de 19 ans et une de 24 ans. Vraiment? Merci. Excusez-moi de vous interrompre. Apparemment satisfaite par la réponse du chef, Arisa se retira dans la calèche. Je suis sûr que les honoraires qu'il a perçus étaient des balivernes, mais la partie sur son mariage est vraie, poursuivit-il. Je l'ai aussi entendu d'un autre chef de village. Je vois, merci, je vais rassembler votre paiement, alors attendez un instant, s'il vous plaît. Je remontai dans la soute de la calèche, puis sortis la viande de loup de la réserve via le sac du garage. Bien sûr, toucher de la viande crue aurait contaminé mes mains, alors j'avais placé les morceaux dans des sacs imperméables cirés à l'intérieur de la réserve avant de les sortir. Comme il y avait une 60aine de villageois, 2 livres par personne devraient suffire. J'ai également retiré 2 balles de riz et les ai déposées devant le chef. Oh, mais c'est tellement... Regardant dans l'un des sacs par-dessus les épaules du chef, les 2 femmes ont crié de joie. La petite fille du chef, bouleversée, a célébré son geste en agitant les mains d'une manière assez étrange. J'ai décidé d'ajouter 2 autres sacs de la même taille. Le chef du village s'est effondré en arrière, sous le choc. C'était peut-être un peu plus que nécessaire pour l'information, mais j'ai décidé d'en profiter pour me débarrasser d'une partie de mon surplus. Une fois la route reprise, j'ai rendu les rênes à Lulu et j'ai parlé à Arisa dans le compartiment arrière. Il s'est avéré que les autres enfants étaient restés si silencieux parce que le trio dormait profondément. Pourquoi as-tu demandé l'âge de la fille du baron tout à l'heure? Je voulais savoir si le héros existait vraiment. J'ai penché la tête, perplexe. En quoi cette question t'aiderait-elle? Tu te souviens que je t'ai dit que j'avais déjà rencontré un héros? J'ai hoché la tête, puis grimacé à ce souvenir. En général, j'essayais de refouler le souvenir d'avoir été poussé par une petite fille nue. Pourquoi fais-tu cette grimace? Laisse tomber. Vas-y, ai-je brusquement demandé. Arisa s'est alors approchée de moi et s'est laissée tomber. Tu vois, ce héros avait vraiment le complexe Lolita. Quoi? J'ai regardé Arisa avec surprise.
Elle a répondu en fermant les yeux et en pinçant les lèvres pour un baiser, alors je lui ai pincé le nez. Aïe, bon sang, tu pourrais être un peu plus gentil avec moi. Voyons voir, j'ai rencontré Hayato Masaki, le héros, dans le château de mon ancienne patrie. Quand il m'a vu, il a crié d'une voix étrange, genre, oui Lolita, interdit de toucher. Jusqu'à ce qu'une femme de sa suite le gifle. Arisa a légèrement grimacé à ce souvenir. Qui es-tu pour juger, c'est toi qui t'en prends à un enfant. J'ai failli murmurer cela à voix haute, mais j'ai résisté, car cela aurait détourné l'attention du sujet principal. Je vois, donc, d'après ça, tu sais que le héros est un imposteur? C'est vrai, tu veux en savoir plus? Plus tard, mais pas maintenant. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'il n'y avait pas de héros sur ce territoire. D'autres informations sur ce bizarre pouvaient attendre d'avoir beaucoup de temps à tuer. Le soir, nous avons traversé un autre village et échangé des provisions contre des informations, comme nous l'avions fait avec le premier. Nous n'avons rien appris de nouveau cette fois, mais comme ce qu'ils nous ont dit était similaire à ce que nous avions entendu du chef du premier village, cela a au moins ajouté de la crédibilité à son récit. J'avais encore des réserves de viande de loup brun et d'ours, mais au train où allaient les choses, elles allaient bientôt s'épuiser. Comme les jeunes serfs du premier village avaient mentionné manger de la viande de monstre, j'ai décidé de goûter à l'hydre du matin avant le dîner. J'ai sorti une tranche de viande ronde du stockage via le sac de garage et je l'ai posée sur la table pliante. Tous les autres, qui se préparaient pour le campement, se sont retournés au bruit. Tama et Pochi, en particulier, fixaient la viande avec excitation. Maître, est-ce que ce serait par hasard? Je ne sais pas si c'est comestible, mais je me suis dit que j'allais essayer une fois. Voyant à la couleur que la viande provenait de l'hydre, Lisa me demanda avec étonnement. Ma compétence, analyse, m'avait indiqué qu'il n'y avait pas de poison, alors je me suis dit que ce serait bon. Au cas où, je laverais le sang avant de le cuire. Lisa a proposé de le couper en petits morceaux pour faciliter la cuisson, mais elle semblait avoir du mal. C'est dur? Oui, je peux gratter la surface de la peau, mais je n'arrive pas à la percer. Waouh, je parie que je pourrais utiliser cette peau pour fabriquer une belle armure, ou quelque chose comme ça, alors. J'ai emprunté un couteau à Lulu, qui s'entraînait à côté de Lisa, et je l'ai utilisé pour découper la viande. Essayer de forcer un couteau de cuisine ordinaire à travers la peau risquait d'ébrécher la lame. J'ai donc prélevé un morceau autour de l'orifice de l'œsophage. Comme les servantes avaient trouvé ça délicieux, j'ai décidé de goûter aussi la patte arrière d'un monstre ressemblant à une sauterelle. C'était l'un des monstres que j'avais massacré à la hallebarde lors de l'incident du berceau. Son exosquelette était plus dur qu'une carapace de crabe. J'ai donc sorti une hachette en acier à une main du stockage et j'en ai découpé un morceau de 10 cm. Je l'ai ensuite coupé en deux dans le sens de la longueur pour le rendre plus facile à manger. À l'intérieur se trouvait une chair noire et fibreuse, avec des veines vertes provenant des tendons. J'espérais qu'elle serait blanche, comme de la chair de crabe. J'ai saupoudré de sel la pâte et la chair d'hydre, puis je les ai disposées sur un grillage métallique et j'ai placé le tout sur le feu. J'ai assaisonné légèrement, car je ne connaissais pas encore le goût. Lulu observait attentivement de loin, essayant de mémoriser la technique. Son enthousiasme était admirable. Prenant soin de bien la voir, j'ai commencé à cuisiner sous le regard attentif de tous. Une fois cuit, j'ai transféré le tout dans un plat avec des pinces en métal achetées à Sedum City. Il était temps de goûter le petit morceau de viande d'hydre. C'était difficile à manger sous les yeux de Pochi et Tama, la bouche grande ouverte, mais je ne pouvais leur en donner avant d'être sûr qu'il était sans danger. Un peu coupable, j'ai enfourné le nugget d'hydre et je l'ai mâché. C'est vraiment délicieux. On aurait dit un croisement entre le lapin et la volaille. Le goût était fade, comme du poulet, mais aussi plus gibier que le léger goût d'anguille auquel je m'attendais. J'ai préféré le loup roquette, mais si je trouvais une bonne sauce et une bonne méthode de cuisson, cela ferait certainement un délicieux repas. J'ai vérifié mon journal, mais je n'ai rien remarqué d'anormal. Ensuite, j'ai pris la cuisse. Elle ressemblait à du crabe grillé, à part la couleur, mais elle sentait l'herbe, un peu comme des oignons verts fraîchement cuits. J'ai coupé la chair en morceaux de la taille d'un faux crabe. J'en ai piqué un avec ma fourchette et j'en ai examiné la couleur. La tenant près du feu, je l'ai inspecté et j'ai constaté que la cuisson avait encore noirci la chair. Le mettre dans ma bouche m'a demandé un courage considérable. Résolument, je l'ai plongé dans ma bouche, et c'était comme du caoutchouc. Le goût en lui-même n'était pas si mauvais, mais je ne pouvais pas dire que ce soit délicieux. Les veines vertes étaient étrangement amères, il serait donc préférable de les enlever avant la cuisson. Ça ferait l'affaire en cas de besoin, mais je n'avais aucune envie d'en ajouter à mon alimentation habituelle. Par simple précaution, j'ai vérifié à nouveau le journal, mais là aussi, c'était sans danger. Vous voulez en goûter? Je n'avais pas vraiment besoin de demander. Un concert de oui m'a accueilli, alors j'ai laissé les autres essayer. Arisa plissa les yeux, les oreilles et la queue de Tama se dressèrent, et Pochi agita joyeusement ses mains et sa queue.
J'ai un peu peur de demander quel genre de viande c'est, mais c'est délicieux, alors je laisse tomber. Délicieuse, la viande est tout simplement excellente, monsieur. Arisa, Tama et Pochi approuvèrent la viande d'hydre, même si le commentaire de Tama était un mot étrange qu'Arisa lui avait appris. Elle essayait probablement de dire « délicieux ». C'est vraiment délicieux, commenta Lisa. Quelle méthode de préparation lui conviendrait le mieux, je me demande. Ah, c'était vraiment bon. C'est un peu comme du lapin, alors pourquoi pas un ragoût? Suggéra Lulu. Des brochettes seraient aussi un excellent choix, je te conseille, ajouta Nana. Le ragoût a l'air excellent aussi, dit Lisa, mais comme c'est si gros, je pense que ce serait bien de le farcir de légumes et de le cuire à la vapeur. Ça ne te paraît pas un peu extravagant? On dirait un festin de festival. Après avoir englouti la viande d'hydre et s'être léché les babines, les trois autres ont réfléchi avec enthousiasme à différentes méthodes de cuisson. La suggestion de Lisa de la cuire à la vapeur m'a semblé intéressante. Nous avions largement assez d'ingrédients, alors je voulais essayer. Il faudrait que je lui en fasse la demande plus tard. Pour l'instant, il était plus important de s'occuper de Mia, assise seule devant la moustiquaire, l'air contrarié. Les elfes ne mangent pas de viande, alors je me suis sentie désolée pour elle. Si tu gonfles tes joues comme ça, elles ne redeviendront jamais normales. Satou, j'ai caressé les joues gonflées de Mia, puis je lui ai tendu des fruits secs enveloppés dans un mouchoir. Je les avais séchés moi-même après les avoir achetés à Sedum City. Lulu s'était liée d'amitié avec la servante de l'auberge où nous avions séjourné et avait appris la recette grâce à elle. Miam, que penses-tu qu'on pourrait faire avec ça? Tout en mangeant son encas avec précaution à deux mains pour le faire durer le plus longtemps possible, Mia fronça les sourcils, songeuse. Je n'avais jamais été fan des fruits secs, alors je n'avais qu'une idée en tête, en mettre dans un yaourt ou des céréales. J'ai laissé Mia trouver une recette. Ensuite, nous avons continué notre dégustation avec les pâtes d'insectes. Élastique, le boudin a une bonne texture, monsieur. Oui, c'est très agréable en bouche. Si on parvenait à gérer l'amertume, ce serait encore plus délicieux. Les filles bêtes ont apprécié la texture de la chair d'insecte, mais elle a reçu un accueil mitigé de la part de tous les autres. Il faudrait soit couper autour de ses veines dures, soit la trancher plus finement. Burk, dégoûtant. Ce serait peut-être meilleur haché, mais le goût ne vaudrait pas tous ses efforts. Lulu frissonna devant ce goût désagréable, mais envisagea néanmoins différentes méthodes de cuisson. Arisa, elle aussi, proposa des améliorations en fronçant le nez. Maître, j'aimerais bien me débarrasser de ce goût, je vous en prie. Nana trouvait l'astringence particulièrement désagréable et me tira le bras avec toute la détresse que son expression immuable pouvait exprimer. On va bientôt dîner, alors tu devras attendre. Vos instructions ont bien été enregistrées, je vous le signale. Je tendis un verre d'eau à Nana en la réprimandant. Les pâtes d'insectes étaient donc un échec, mais une victoire à 50% me suffisait. L'hydre avait été plutôt savoureuse, et si personne n'avait de maux de ventre ou quoi que ce soit d'autre le matin, je me suis dit qu'on pourrait commencer à tester la comestibilité de différents monstres une fois par jour. Quoi qu'il en soit, le plat principal de ce soir était un ragoût avec des légumes copieux et un lapin acheté à Sedum City. Lulu était de service au fourneau ce soir-là. Ses compétences avaient déjà commencé à surpasser celles de Lisa, même si la fille écaille possédait la compétence cuisine. J'attendais avec impatience son avenir de chef. Laissant les autres s'occuper du nettoyage, j'ouvris la carte pour vérifier la situation autour du camp. J'avais remarqué plus tôt qu'un monstre mort-vivant était apparu sur mon radar, alors j'en examinais les détails. Il n'apparaîtrait probablement pas en plein jour, mais il pourrait commencer à nous envahir plus tard dans la nuit. Le long de la route principale se trouvaient quelques villages abandonnés où rôdaient d'autres morts-vivants, des monstres squelettes de niveau inférieur à 10, des fantômes d'environ niveau 10 et des spectres d'environ niveau 20. Comme toujours avant d'aller au lit, j'ai jeté de la poudre anti-monstre sur le feu. Apparemment, la fumée de la poudre était efficace contre les morts-vivants aussi. Le fantôme que j'avais repéré s'est éloigné. Après cela, il n'a plus tenté de s'approcher. Notre sécurité étant assurée, j'ai jeté un coup d'œil pour aider au nettoyage, mais j'ai constaté qu'ils avaient presque terminé. Vous avez besoin de quelque chose, maître? Pas vraiment. Vous pouvez vous détendre. Lisa m'a demandé en tant que représentante du groupe, alors je l'ai assuré qu'il n'avait rien d'autre à faire. L'avant-garde, les filles bêtes et Nana, a commencé à s'entraîner dans un champ près du campement avec des épées et des lances en bois, tandis qu'Arisa et Nana, assises l'une en face de l'autre près du feu, discutaient de sorts que je devrais inventer. Lulu enfila un pantalon et commença à faire des exercices de yoga sur un tapis près du feu. Apparemment, Arisa le lui avait appris. Je trouvais que les étirements étaient une bonne idée, car les occasions de faire de l'exercice en calèche étaient rares. En fait, j'aurais même aimé qu'Arisa et Mia fassent de l'exercice de temps en temps. Une fois que tout le monde fut à ses occupations, je m'assis près du tapis et préparai mon matériel pour la fabrication d'outils magiques.
Je prévoyais ensuite de fabriquer un kotatsu, à la demande d'Arisa. Un kotatsu assez grand pour 8 personnes ne rentrerait pas dans le sac de garage. J'envisageais donc de fabriquer 4 kotatsu pour 2 personnes, reliés entre eux. La première étape consistait à assembler rapidement la partie table avec du bois acheté à Sedum City. C'était plus difficile que le cadre en latte que j'avais fabriqué auparavant, mais grâce à mes compétences en menuiserie, la construction s'est déroulée étonnamment bien. Je l'avais conçu de manière à ce que les pieds et le radiateur soient amovibles. Créer un élément chauffant sûr s'est avéré assez difficile. Je l'ai recouvert d'un grillage pour que les vêtements et autres objets ne le touchent pas, puis j'ai installé un cadre en bois pour éviter les brûlures. J'avais initialement acheté ce grillage pour la cuisson de la viande et du poisson, mais j'avais de nombreuses possibilités d'expérimentation. Cela devrait éviter les blessures. J'ai ensuite imaginé Arisa ou Pochi donnant des coups de pied dans le cadre en bois, alors j'ai arrondi les bords pour éviter de leur faire mal aux pieds. Ensuite, j'ai concocté un circuit de chauffage pour le kotatsu. Avec cette configuration, il faudrait passer la tête sous le kotatsu pour alimenter le système magique, mais comme créer un câble pour l'extérieur serait fastidieux, je l'ai laissé tel quel. Je pourrais toujours chercher des composants de câbles la prochaine fois que nous arriverions dans une grande ville et en fabriquer un sans trop d'efforts. Maintenant, il faut fabriquer un plateau pour la table. Il y avait un gros rocher de l'autre côté du chariot, à environ 1,50 m de circonférence. J'ai donc utilisé l'épée sacrée Excalibur pour découper 4 ardoises de moins d'1,5 cm d'épaisseur. Les épées sacrées, c'est vraiment quelque chose. La surface des ardoises était aussi lisse que si elles avaient été soigneusement polies. Impossible de les ranger dans le sac de garage à cette taille, alors je les ai découpées aux dimensions du kotatsu. J'ai également décidé de rendre la partie table facile à démonter pour le rangement. Je dois dire que fabriquer des vis sans outils était un peu pénible. Arisa, c'est fait. Quoi, tu viens de le faire? Ça ne fait même pas 2 heures. C'est parce que j'ai utilisé des choses que j'avais déjà au lieu de tout recommencer. Secrètement fier de moi devant la surprise d'Arisa, j'ai posé mon ouvrage sur le tapis. Puis j'ai fouillé dans le sac de rangement que j'avais emporté, j'ai sorti la courte pointe qu'Arisa avait confectionnée la veille et je l'ai placée entre la table chauffante et l'ardoise pour terminer le travail. Lorsque j'ai laissé un peu de mon pouvoir magique s'écouler dans le circuit de chauffage, une douce chaleur s'est dégagée du kotatsu. J'ai dit à Arisa et Mia qu'il était prêt, et elles ont immédiatement glissé leurs pieds dessous. Ah, pas d'hiver sans kotatsu. Je veux des oranges. On aurait dit qu'il y avait des mandarines dans le village elfique de Mia. Il faudrait que je pense à en acheter quand on la ramènerait à la maison. Après son pseudo-yoga, Lulu s'est séchée avec une serviette et a observé le nouvel engin avec curiosité. Ses cheveux, trempés de sueur, lui collaient à la peau d'une manière presque sexy. Une fois adulte, elle sera probablement dangereusement attirante. Alors, c'est un kotatsu? Oui, tu peux essayer aussi. Sur ma recommandation, Lulu glissa délicatement ses pieds sous la couverture et parut ravie. Le groupe d'avant-garde avait interrompu son entraînement pour s'approcher avec curiosité. Est-ce encore un outil magique de votre création, maître? C'est merveilleux. J'ai hâte de l'utiliser pour la garde de nuit. Kotatsu? Il fait chaud, monsieur. Tama et Pochi enfouirent la tête sous la couette, reniflant et tapotant l'appareil avec application. Maître, c'est trop petit pour tout le monde, n'est-ce pas? Je demande. Ne vous inquiétez pas, il y en a 3 autres. J'ai pointé du doigt l'autre kotatsu un peu plus loin, même s'il restait encore du montage. Peu après, l'équipe d'avant-garde a interrompu son entraînement, et j'ai fini par diriger une séance d'entraînement pour apprendre à assembler et démonter le kotatsu. Une fois que tout le monde a compris, je leur ai demandé d'essayer de l'alimenter en magie, mais Lulu et les filles bêtes n'y sont pas parvenues. Lulu et Lisa avaient déjà utilisé la baguette d'Amadou, mais elle absorbait automatiquement la magie lorsqu'on appuyait sur l'interrupteur. C'était sans doute plus difficile. Ce n'est rien, vous y arriverez tôt ou tard. J'ai réconforté les enfants qui n'y étaient pas parvenus et j'ai réajusté les équipes de nuit en conséquence. Après tout, si personne d'une équipe ne pouvait fournir la magie, le chauffage s'arrêtait et ils avaient froid. Ce soir-là, j'étais de garde avec Nana. Comme il n'y avait aucun animal ni monstre susceptible de nous faire du mal, j'ai décidé de réaliser une expérience que je voulais tenter depuis un moment. Par mesure de sécurité, j'ai demandé à Nana d'utiliser son sort de magie de fondation, sonar, pour surveiller les alentours. Je suis sorti du mur de l'abri, semblable à un igloo, et j'ai commencé les préparatifs. Cette fois, je voulais tenter de forger une épée sacrée avec les instructions reçues à Sedum City. L'indice d'Arisa m'avait aidé à déchiffrer le code, et le texte résultant était un guide pour fabriquer du bleu, un liquide spécial pour la création d'épées sacrées, et l'utiliser pour créer la lame spéciale. Le bleu semblait faisable, mais l'épée elle-même nécessitait un équipement de moulage spécial et l'aide de divers experts en magie, ce qui était impossible pour le moment.
Cependant, le procédé ressemblait beaucoup à celui de fabrication des lames démoniaques décrits dans les documents de Trasayuya, donc le liquide lui-même pourrait probablement servir à d'autres outils magiques. J'ai fouillé dans les documents de Trasayuya et trouvé un guide de fabrication de pierres sacrées que je pouvais essayer à la place. Il s'agissait de la version elfique des poteaux barrières que j'avais vus pour éloigner les monstres des villages. D'après les documents, le rayon d'effet était environ la moitié de celui des piliers barrières. Il y avait plusieurs types de pierres sacrées, j'ai donc choisi la plus simple, qui n'avait d'effet que lorsqu'elle était imprégnée de puissance. J'ai fait une recherche dans les stocks pour m'assurer d'avoir assez de matériaux sous la main. Bon, essayons. Il me fallait d'abord fabriquer la pierre bleue. Les matériaux étaient similaires à ceux utilisés pour fabriquer le liquide de circuit nécessaire à la fabrication d'outils magiques classiques, mais le stabilisateur de la pierre bleue était de l'or et des gemmes en poudre, et il fallait de la poudre de dragon plutôt que des noyaux broyés. La poudre de dragon semblait particulièrement rare. Une fois la recette de la pierre bleue trouvée, j'ai immédiatement cherché dans toutes les boutiques de magie et d'alchimie de Sedom, mais aucune n'en proposait. Heureusement, j'avais trouvé une fiole de poudre de dragon en explorant le labyrinthe sous la ville de Seriou avec les filles bêtes, ce qui m'évitait même de toucher aux écailles pillées dans la vallée des dragons. Suivant les instructions, je commençais la formulation et la transmutation. C'était plus difficile que prévu. Si je perdais la concentration, la poudre de dragon se mettait à vibrer étrangement, comme si elle allait se séparer, et je devais donc constamment ajuster le flux magique. Allez, Satou, concentre-toi. Après des dizaines de secondes qui me semblèrent interminables, le bleu était prêt. Plus grand que compétence acquise, manipulation magique précise. Heureusement que j'avais rassemblé mes forces et concentré mes efforts. Ce serait dommage que le bleu fini se détériore, alors je l'ai mis en sécurité dans le stockage pour le moment. Ensuite, je préparais une fine ardoise pour le circuit magique de la pierre sacrée. J'en avais utilisé une similaire pour la fabrication du kotatsu. À l'aide d'une tige métallique pointue, j'ai gravé les lignes du schéma de circuit dans la pierre, comme un dessin, puis j'ai nettoyé la surface avec un chiffon. Ensuite, dans le stockage, j'ai rempli la tige de précision de bleu liquide. L'outil ressemblait à un stylo à l'ouverture fine, utilisé pour déposer le liquide du circuit dans les rainures finement détaillées du dessin. Comme les caractéristiques des objets dans le stockage restaient inchangées, j'en ai profité pour conserver la fraîcheur du bleu pendant la création de mon circuit. Le bleu semblait durcir plus vite que le liquide normal. Cela facilitait le traçage du motif complexe, mais sans mon système de stockage, je pense que cela aurait été extrêmement difficile. J'ai terminé la tâche et j'ai investi une certaine puissance dans mon travail. Le circuit étant si délicat cette fois-ci, j'ai déplacé la magie avec la même précision que l'on trie des grains de sel avec des baguettes. Grâce à la compétence « manipulation magique précise » que je venais d'acquérir, je pouvais déplacer moins d'un point de PM à la fois, jusqu'à des décimales à 2 chiffres. Ce faisant, une faible lumière bleue s'éleva du circuit. Elle ressemblait à la lueur d'une épée sacrée. La couleur de cette lumière expliquait probablement le nom « bleu » du liquide. Normalement, la lumière était rouge, ce qui permettait de distinguer facilement les différents types de liquides. Juste au moment où j'avais ajouté environ un point de magie, le cœur de la pierre sacrée commença à fonctionner. J'augmentais lentement la réserve de magie jusqu'à ce que le circuit soit complet, soit environ 5 points. Un pilier de lumière bleue apparut autour de l'ardoise, large d'environ 1 mètre et haut de 6 mètres. À première vue, il semblait s'agir d'un simple faisceau, mais sous différents angles, on pouvait voir le motif du circuit se répéter indéfiniment. Nana émergea de l'igloo du refuge, où elle montait la garde. Maître, les monstres révélés par ma magie sonare ont soudainement disparu, je vous le signale. Je portais mon regard vers le radar qui occupait un petit coin de mon champ de vision. Effectivement, les monstres aux alentours avaient disparu. Ce pilier de lumière a un effet répulsif. Maître, d'après ma bibliothèque d'informations, seules les épées sacrées émettent une lumière magique bleue comme celle-ci, je vous le signale. Impassible, Nana pencha la tête en observant le pilier. Oui, il utilise le même matériau qu'une épée sacrée. Je vois, c'est plutôt joli. Nana hocha la tête sans détourner le regard. Elle semblait fascinée. Je la laissais faire pour l'instant, car je voulais étudier les performances du pilier de lumière. Sur la carte, il n'y avait plus aucun monstre à moins de 500 mètres de nous. Ils avaient été chassés et formaient désormais un cercle bien net autour de la zone d'effet. Je consultais également mon journal et constatais que quelques monstres fantômes avaient été détruits lorsque j'avais activé la pierre. Les insectes étaient encore présents, et seuls quelques monstres squelettes avaient été vaincus. Mon circuit était donc probablement particulièrement efficace contre les monstres morts-vivants dépourvus de forme corporelle. Logique, puisque cela fait partie de la recette d'une épée sacrée. La portée d'une pierre sacrée à base bleue était légèrement inférieure au rayon de 90 mètres d'un poteau de barrière,
mais elle était tout de même 10 fois supérieure à celle d'une pierre sacrée fabriquée avec un liquide de circuit normal, d'après mes documents. La portée de notre poudre anti-monstre habituelle dépendant en partie du vent, j'étais content que la pierre sacrée ait un si bon rayon. Le problème était ce pilier de lumière extrêmement visible. À cette hauteur, il était probablement visible depuis les villages voisins. J'ai essayé d'utiliser « manipulation magique » pour réduire la puissance de la pierre sacrée en m'intégrant au circuit, un peu comme j'avais déjà alimenté Nana. J'ai laissé la magie circuler à travers elle et moi, diminuant progressivement sa puissance intérieure. Mon plan était de supprimer temporairement toute la magie, puis de réessayer, mais... Maître, la lumière a disparu, je vous informe. Bien qu'elle fût toujours impassible, l'annonce de Nana sonnait vaguement abattue. Voulez-vous essayer de l'alimenter? Oui, maître. Sur ma recommandation, Nana s'approcha avec empressement de la pierre et commença à y injecter de la magie. C'était probablement plus difficile que d'habitude à cause de la fragilité des circuits, quelques gouttes de sueur perlèrent sur son front. Elle prit vite le coup de main, cependant, et la pierre commença à émettre une lumière bleu pâle. Cette fois, le pilier atteignit une hauteur maximale d'environ 2 mètres. Ça suffit, merci, compris. Nana semblait un peu essoufflée, alors je lui tendis un mouchoir pour essuyer la sueur de son front. D'après son statut, Nana avait dépensé environ 3% de ses PM. D'après les informations qu'Arisa m'avait données auparavant, Nana devait avoir environ 70 points au total, ce qui signifiait que cela lui avait coûté presque 20 fois plus de magie que moi. Vu la taille de son pilier, la différence était probablement plus importante. De toute évidence, mon efficacité magique était plutôt inhabituelle pour ce genre de tâche. Comme je pouvais le faire sans pratiquement aucune perte, le ratio me semblait bien trop différent. J'imaginais qu'un seul point de magie pouvait avoir des densités différentes, ou quelque chose du genre. C'était probable, surtout compte tenu de l'ampleur de nos résultats respectifs. D'ailleurs, la pierre sacrée resta efficace jusqu'au matin grâce à la magie fournie par Nana. Après quelques expériences pendant la veille, j'ai découvert qu'interrompre la lumière ou la recouvrir d'un mur d'abri ne modifiait pas l'effet. Je devrais fabriquer un cylindre avec un rideau pare-lumière demain pour pouvoir y placer la pierre sacrée et ainsi repousser les monstres. Il me restait un stock important de poudre anti-monstre de qualité inférieure, mais je me suis dit qu'elle finirait par servir. La conserver ne poserait aucun problème, alors je l'ai mise de côté dans un coin du stockage pour l'instant. En examinant la carte avant d'aller me coucher, j'ai remarqué que le nombre de sosies du démon était passé de 3 à un seul. En contrepartie, le démon lui-même était passé de niveau 35 à 37. Apparemment, créer un sosie signifiait perdre un niveau, et ce niveau était récupéré lorsque le sosie retournait au corps principal. Si la créature qui possédait le chevalier était un autre sosie, il valait probablement mieux supposer que le niveau réel du démon de l'enfer était d'au moins 40.